C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Donc voici les titres. Le Bénin, premier producteur de coton sur le continent africain lors de la campagne 2022-2023, se positionne à la deuxième place pour le compte de l'année 2024. Il cède à nouveau sa place au Mali avec 690 000 tonnes de coton contre 389 750 durant la saison 2022-2023. Plus de détails dans cette édition. Reçu par Abdelkader Achirou et Nansirine Fatoumbi sur l'invité matinal de ce jeudi, l'acteur politique et candidat à l'élection présidentielle de 2021, Ironé Agossa, s'est encore exprimé sur la gouvernance du président Patrice Talon de 2016 à ce jour. À suivre dans ce 19h, un extrait de son argumentaire. Une répression en vue du non-port d'uniforme pour les conducteurs de taxi-moto dans la commune d'Abomey-Calavi. L'opération démarre le 15 septembre prochain. Une initiative des syndicats de Zémidjan réunis au sein du collectif des syndicats de Zémidjan d'Abomey-Calavi, COSI SAC. Des précisions dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Le Bénin n'est plus le leader africain de la production cotonnière. Il cède sa place au Mali qui s'affiche à la première place de cette campagne cotonnière 2023-2024. Le Bénin, premier producteur de coton sur le continent africain lors de la campagne 2022-2023, se hisse à la deuxième place pour le compte de l'année 2024. La première place des producteurs du filament textile, surnommé or blanc, revient au Mali avec 690 000 tonnes contre 389 750 tonnes durant la saison 2022-2023. Relégué à la deuxième place sur le continent, le Bénin a produit 600 063 tonnes de coton pour le compte de cette campagne 2023-2024. Le Cameroun vient en troisième position du classement au détriment du Burkina Faso. Pour rappel, le programme régional de production intégrée du coton en Afrique, PRPICA, est ouvert à tout pays d'Afrique producteur de coton qui en ferait la demande. Pour l'heure, seuls le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo y ont adhéré. Je l'annonce au sommaire de cette édition reçue par Abdelkader Achirou et Nansirine Fatoumbi sur l'invité matinal de ce jeudi 22 août 2024. L'acteur politique et candidat à l'élection présidentielle de 2021, Ironé Josias Agossa, s'est une fois encore prononcé sur la gouvernance du président Patrice Talon depuis 2016 à ce jour. D'après ses propos, il est un témoin de l'exception des faits. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire. Je ne suis pas gêné. D'ailleurs, il confirme. Si ce n'était pas une valeur, ces capsules, oui, ils ne vont pas les faire sortir maintenant. Je sais qu'il y a de mauvaises langues, des gens qui se disent que c'est pour montrer au président Talon qu'il avait dit ça de toi. Non, le président Talon a pris conscience, bien sûr, de ce que moi j'ai dit. Et c'est eux qui ne sont pas responsables. C'est eux, en 2016, qui ont voté pour le président Talon, sachant qu'il est un homme d'affaires. C'est eux qui ont voté pour le président Talon en 2021, sachant qu'il est un homme d'affaires.
un homme d'affaires court derrière ses intérêts. Moi, je ne suis pas surpris de ce que le président Talon fait. C'est normal qu'il fasse ce qu'il est en train de faire, puisque c'est dans ça qu'il a réussi. Mais là où il faut encourager son audace et sa volonté de faire et développer le pays, c'est de dire que ça ne doit plus se produire comme ça. Moi, j'ai joui de ça, mais je ne veux plus que vous ayez un homme providentiel. Allez chercher dans les partis. Et c'est dans les partis qu'on forme les hommes. C'est dans les partis qu'on forme l'humilité. C'est dans les partis qu'on forme la loyauté. C'est dans les partis qu'on forme les gens qui ont des valeurs de liberté et d'intérêt public, d'unité nationale. C'est dans les partis. Et il a dit aujourd'hui, et tous ceux qui sont contre cette histoire sont des gens qui ne sont pas dans la logique de l'évolution du pays. Ils ne sont pas dans la logique. Ils ne sont pas dans la logique. Ils sont dans la logique de revoir encore un jour au pouvoir un homme providentiel. Nous avons fini avec. Et moi, je crois que je suis tout à fait à l'aise aujourd'hui. Il y en a peut-être plus que moi qui soit plus content qu'en 2021, en 2026, qui est un président issu des partis politiques et qui doit pouvoir apporter une nouvelle ère au développement de notre pays. Qu'on ne parle plus d'opposants, qu'on ne parle plus de mouvanciers, qu'on parle d'un parti avec une identité claire. Il est de la droite, il est de la gauche, il est du centre. C'est un parti progressiste, c'est un parti ça. Il faut travailler, c'est ça. Vous avez entendu quelque part en Europe, on dit opposition mouvante. C'est un signe de sous-développement. Nous devons dire désormais un parti travailliste, c'est-à-dire qui donne de la valeur au travail, un parti conservateur qui donne de la valeur à l'identité nationale et autres, ou bien un parti progressiste, etc. Et moi, je suis là en tant que parti, membre d'un parti progressiste, donnant de la valeur au travail, pensant que nous pouvons lancer la croissance à partir de la consommation. Donc, c'est clair dans ma tête. Je n'ai pas besoin même d'un livre avant de vous dire que je suis tout droit dans mes boîtes. Ceux qui ne sont pas tout droit, c'est ceux qui ont voté le président Talon. Et qui aujourd'hui, comme on vit, il a voté qui en 2016? On ne saurait le dire. Non, il n'a qu'à dire ça. Il a voté qui? Il ne veut pas assumer leurs responsabilités. Il y en a d'autres aussi qui ont même produit le président Talon. Il y en a qui ont produit le président Talon et qui, en fait, ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Non, vous avez cité le frère Mouvi. Suivez mon regard. Vous allez suivez mon regard. Vous allez comprendre de qui je parle et ceux-là dont je parle. Le porte-parole des démocrates, il a voté qui? Il était producteur, il était dans l'appareil qui a produit Talon. Aujourd'hui, pourquoi vous ne lui posez pas la question si lui n'a pas changé? Il ne veut pas assumer leurs responsabilités. Donc vous assumez vos responsabilités. Mais j'assume entièrement. Et je confirme que mon pays est un pays de droit, un pays qui évolue, un pays qui permet à ce qu'on puisse dire le contraire de ce que dit le gouvernement. Moi, je l'ai dit. Allez voir mes capsules. Mais je n'ai jamais été arrêté, jamais été interpellé. J'ai parlé. Allez voir depuis 2015. J'étais le premier à dénoncer et j'ai géré dans ce pays. Malgré ça, on n'a pas profité de ma gestion pour m'arrêter. Ceux qui étaient arrêtés, c'est tellement qu'ils ont des choses à se reprocher. Je suis un témoin de l'exception que le pouvoir en place n'est pas un pouvoir dictatorial. Cette édition se poursuit. Le président de la Fondation Luc Setonji Atropo a animé une conférence de presse hier jeudi 22 août 2024 dans le cadre de la 2e édition du Festival de la jeunesse et de la musique. À l'occasion, il a levé un coin de voile sur les innovations. Suivez ses propos au micro de Anne Eldo. Après la première édition dans les 2 villes que je venais précédemment de citer, Cotonou et Boycon, la 2e édition, pleine d'innovation, aura lieu du 11 au 15 septembre 2024 et nous passons de 2 villes à 3 qui accueilleront le FESEM, Cotonou, Boycon et Parakou. L'une des innovations de cette édition est qu'au-delà de la formation théorique, les jeunes des 3 villes au test du festival suivront gratuitement un programme d'initiation à l'outil informatique dans les modules ci-après, Windows, Excel, Internet. Le programme de formation est prévu pour s'étendre à toutes les communes du Bénin
Il y aura également la distinction périodique des gloires du Bénin dans différents domaines. L'expo-vente, les jeux de société, belote, ludo, pétanque, domino, barbecue, etc. Surtout, le village Sobebra, qui réserve aux festivaliers plein de surprises. Je voudrais remercier le DG Sobebra qui est là, et ses collaborateurs. Je n'oublie pas les marathons du FEGEM. Il s'agit d'une course à pied de 10 km organisée afin d'encourager les jeunes à pratiquer les activités sportives pour leur bien-être et une bonne santé. La course est dotée de prix. Le FEGEM 2, c'est aussi et surtout 10 concerts de Cotonou à Parakou en passant par Boycon. Le défi est grand. C'est pour cela que le FEGEM est épaulé, soutenu et accompagné par les partenaires. Au nom de la Fondation Luxembourg Atropo, j'exprime à vous tous ma profonde gratitude et mes sincères remerciements. Je voudrais rassurer tous les partenaires de la détermination du Commissariat général du FEGEM à relever le défi. Ensemble, nous allons faire aboutir une fois encore ce projet collectif et d'opportunité en faveur des diverses couches de la population, notamment la jeunesse. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qu'on fait à notre conférence de presse par leur présence, les personnalités, les vedettes qui seront là. Tout à l'heure, vous a été dit que nous travaillons avec la Fondation Magic System, qui devrait être là cet après-midi. Il est retenu en Europe, mais il sera là avant la fin du festival. Donc, le comité travaille à finaliser avec lui la liste des artistes. La liste est connue, mais dès que ce n'est pas finalisé avec lui, je n'ai pas envie de rendre ça. De dévoiler ça, parce que dans un partenariat, il faut respecter le partenaire. Je crois que dans les 48 heures, ça devrait être dévoilé. Mais nous ferons en sorte que ce qui nous a été reproché à la première édition ne le soit plus. Parce que la première édition nous a été reproché de n'avoir pas mis un accent particulier sur les artistes béninois. Cette fois-ci, nous ferons en sorte que les valeurs béninoises soient célébrées. Ça, vous pouvez déjà retenir ça. Parce qu'évidemment, dans notre pays, il y a de la valeur. Il y a beaucoup de valeurs. Et nous avons l'obligation de faire en sorte, avec tout ce que fait le gouvernement aujourd'hui, nous avons l'obligation de faire en sorte que le Bénin soit regardé comme un pays de culture. Des conditions pour bénéficier de la formation. Non, il n'y a pas de conditions. Il suffit juste de s'inscrire. Les adresses seront dévoilées. Vous vous inscrivez juste. Et dès que vous vous inscrivez, vous êtes pris en compte. Évidemment, on ne pourra pas former tous les jeunes des villes. Donc, il va y avoir un nombre. Dès qu'on a fait ce nombre-là, on arrête. Mais nous avons envie de faire cette formation-là dans toutes les communes du Bénin. Donc, le festival, le FEGEM, ce n'est pas que les 5 jours, ça continue après les 5 jours. Autre information dans cette édition, une répression en vue pour non-port d'uniforme par les conducteurs de taxi-moto de la commune d'Abomey-Calavi. L'opération démarre le dimanche 15 septembre prochain. L'annonce a été faite par Epiphane Tovenon, secrétaire général de l'UNASEB et secrétaire général du collectif des syndicats de Zémidjan d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'une initiative des syndicats de Zémidjan réunis au sein du syndicat de Zémidjan d'Abomey-Calavi Kozinzak. Le conducteur épinglé devra s'enregistrer et payer une amende avant de rentrer en possession de sa moto. À cet effet, des séances d'explication et de sensibilisation ont été menées par les responsables syndicaux et près de 4000 blouses ont été distribuées gratuitement aux conducteurs.
Les conducteurs de taxi-moto de la commune d'Abomey-Calavi sont donc invités à se faire enregistrer à la mairie pour les formalités et avoir un numéro chacun, les écrire sur les blouses avant le délai du 15 septembre 2024. Dans un autre registre, la dépression est un trouble psychiatrique fréquent qui touche une personne sur 5 au cours de sa vie. Que faut-il faire pour aider une personne souffrant de dépression au quotidien? Élément de réponse avec André Aliouno, psychologue clinicien. Il s'explique au micro de Nansirene Fatoumbi et Francis Farami. La dépression est sur le plan psychologique, pour ne pas dire psychosocial, c'est une affection psychopathologique qui est l'une des plus courantes et qui se traduit par, pour ne pas dire qui est caractérisée par une humeur triste, une profonde tristesse au niveau de l'individu et qui est causée pour la plupart du temps par tout ce qui entoure l'individu, tout son environnement, son quotidien, tout ce qu'il fait comme activité, tout ce qu'il a comme vécu. Donc c'est une affection avec laquelle on vit au quotidien. Pour retenir simple, c'est une profonde tristesse, une humeur triste et qui plombe un individu, qui lui enlève la joie de vivre. Selon les recherches de l'OMS, une personne sur 2 au monde vit avec la dépression. Et tous ceux qui, une fois, ont fait la dépression sont susceptibles de rechuter. Mais la dépression a ceci, c'est que c'est la seule maladie psychiatrique qui se guérit totalement. Donc, c'est encore bon. Mais nous tous, nous sommes dépressifs. Et le dépressif, il est facile à reconnaître. Vous allez voir quelqu'un qui avait l'habitude, qui avait la joie de vivre. Quand il est dépressif, tout de suite, il devient très triste. Il n'a plus envie de sortir ses dents, il ne sourit plus à personne. Donc, une humeur triste qui se manifeste directement. Vous allez voir quelqu'un, quand il est dépressif, il a du mal à dormir. On parle d'insomnie, les troubles du sommeil. Soit il va avoir du mal à dormir parce qu'il a peur de ne pas pouvoir se réveiller, vu la charge émotionnelle de stress ou d'angoisse qu'il a, ou il dort beaucoup. Il n'a pas envie, dès qu'il dort, il n'a pas envie de sortir du lit, l'hypersomnie, parce qu'il a peur de se réveiller, d'aller rencontrer encore les problèmes. Ou bien, c'est dans la nourriture, le comportement alimentaire. Il va du coup devenir très boulimique. Tout ce qui passe sous ses yeux, il va se gaffer de cela. Ou d'autres, ils vont s'imposer un certain régime sans prescription et ils vont maigrir de façon très drastique. Ils ne vont pas avoir l'appétit, en fait, c'est la maladie qui fait ça, perte d'appétit total. Ou encore, quelqu'un qui avait l'habitude d'être très brillant, il ne va plus être productif. Sur le plan professionnel, par exemple, ce qu'il faisait aisément, il va mettre du temps à trouver des idées qui ne vont jamais venir, manque d'inspiration, ou mieux, il va connaître ce qu'on appelle un ralentissement psychosocial, et psycho-émotionnel ou psychologique tout simplement. Donc, il n'aura plus la possibilité de réfléchir, de sortir, de produire des idées. Et en passant, il y a des idées noires, c'est-à-dire, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais rien ne va. Et donc, absence de résultat va faire qu'il va commencer par penser au pire, au suicide, à la maladie. Et donc, les deux finalités qu'on peut dire à cela, c'est que soit la dépression va s'aggraver, va s'intensifier, on va parler de dépression grave, de dépression profonde, et qui va le conduire peut-être dans une psychopathologie, ou il va faire l'option, aidé par les idées noires, il va faire l'option du suicide. Donc voilà un peu les signes en ramassés qui peuvent conduire et ou les conséquences.
Les enfants dont les parents se séparent connaissent une baisse conséquente de leur niveau de vie de l'ordre de 15% l'année de la séparation et 10% l'année suivante. Ensuite, se met en place un rattrapage progressif caractérisé par une croissance du niveau de vie. Quelles sont donc les conséquences de la séparation parentale sur l'avenir des enfants? Élément de réponse dans ce propos recueilli signé Quentin Amso, Nansérine Fatoumbi et Mario. Madame, monsieur séparés, souvent la plupart du temps, c'est les discordes. Des discordes de malcompréhension en matière d'amour. En matière d'amour, surtout en matière de ressources financières et en matière des charges de la famille. Souvent, surtout, on a constaté que quand l'homme manque de ressources financières dans le foyer, ça devient un problème. Dans certains couples, les gens ne se communiquent pas. On ne se communique pas. Et puis, à demain, dans le silence, les enfants qui s'ajoutent, le comportement des enfants qui s'ajoutent. Et ça déstabilise les foyers. Donc, c'est la malcompréhension le plus souvent, manque de communication dans le foyer. Et si, bon, pour des cas, lorsque l'enfant ne peut pas grandir, il a cette maman qui prend position. Et puis tout ça, et l'autorité du papa est bafouée. Les conséquences sont nombreuses. Parce qu'il faut la femme pour éduquer les enfants. Les hommes n'ont pas de temps pour éduquer, pour en tout cas les problèmes conjugaux là, du foyer là. Les hommes n'ont pas de temps. Il faut regarder, les hommes n'ont pas de temps. Ce sont les mamans qui aident nos enfants à s'en sortir. Si les parents ne sont pas unis, je pense que ça affecte beaucoup les enfants. Et ça revient maintenant au père au papa de se prendre au sérieux. Ah oui, parce qu'il y a d'autres là qui deviennent délinquants. Petit à petit là, ils deviennent délinquants. Il y a d'autres là, psychologiquement, ils sont abattus parce qu'ils aiment leur maman et ils ne remarquent plus la présence de sa mère à côté de lui. Ça bloque son avenir. À l'école même, s'il est crié, il se soucie de sa maman là, c'est fini. On prie beaucoup aux couples, surtout aux jeunes couples qui se mettent ensemble et en un temps record, il y a la cassure d'être sérieux entre êmes-mêmes. Entre eux-mêmes, avant de se coller. Et quand vous êtes ensemble, il faut savoir faire des concessions. Et puis on parle religion à présent. Le mariage est considéré comme l'union entre deux personnes ou plusieurs dans le cas de la polygamie. Dans la religion musulmane, il est conditionné par un certain nombre de critères. Pour en savoir davantage sur ces conditions et critères, je vous invite à suivre Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il s'explique au micro de Nansérine Fatoumbi et Francis Farami. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de se marier. Mais le mariage en islam, ça commence quand? Ça commence par l'âge donné. Il n'y a pas l'âge donné à une femme pour qu'il se marie. Mais l'âge qui a été donné, c'est lorsque le mari ou bien la femme est majeur. Et être majeur en islam, ce n'est pas avoir 18 ans ni 19 ans, non. Mais au contraire, lorsqu'elle se voit mature. Donc, c'est tout comme aujourd'hui, elle a l'âge de puberté. Alors maintenant, si on lui donne la femme et il s'approche de cette femme avec des relations sexuelles, il peut donner l'enfant, alors il a déjà l'âge de se marier. Donc l'islam l'a dit, et que l'homme peut avoir peut-être moins de 18 ans et avoir cet âge. Mais ça dépend de l'éducation que ses parents l'ont donnée. Pourquoi? Parce que si la femme, j'ai une fille, et que la fille, en dehors de 16, c'est-à-dire à 16 ans, comme ça, commence par fréquenter les hommes. Et pour m'amener des enfants bâtards à la maison, et que je vais dire qu'il y a une loi qui m'interdit de se marier ou bien de marier ma fille à l'âge de 18 ans, je vois un peu que cette loi n'a pas été réfléchie.
Ça n'a pas été réfléchi. Pourquoi? Parce que je peux accepter qu'on enceinte ma femme à l'âge de 16 ans, mais je ne vais pas me permettre de donner ma fille légalement en mariage à l'âge de 18 ans. C'est pourquoi l'éducation islamique est tellement la solution finale pour nous dans les lois où les lois ne cadrent pas avec la compréhension de l'islam. Pourquoi? Parce que si ma fille a 18 ans, 20 ans, 30 ans, et que je peux la marier ou pas. Mais au dehors de 16 ans, que la fille réfléchisse que ma vie, mon destin est tellement important pour moi et je dois préserver ma dignité. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut jamais accepter voir sa femme qu'elle s'est mariée, qu'elle a déjà fait de désordre avec l'autre homme, ou bien comme ça, non. Mais l'islam même ne le permet pas. Pourquoi? Parce que se marier à une fille avec sa virginité, c'est ça que l'islam reconnaît. La bonne épouse, selon certains, est celle parée de belles mœurs et de nobles règles de conduite. On ne lui connaît pas d'indécence de langage ni de mauvaise foi ou encore de mauvaise compagnie. Comment choisir la bonne épouse? Quelques citoyens béninois ont répondu à cette interrogation au micro de Quentin Amsou et Nansirine Fatoumé. Suivez plutôt. La bonne femme se sent dans le comportement. La bonne femme, c'est le bon caractère. Elle va vous respecter, d'abord vous l'homme. Elle va reconnaître que vous êtes le patron du foyer. La bonne femme, c'est d'abord, il faut voir d'abord le milieu dont tu viens te marier. D'abord le milieu. D'où vient ma femme? D'abord, elle doit respecter les gens, d'avoir de bons comportements, la propriété d'abord et le reste accompagne. Le bon voilà les gens sinando, les gens si dagui. Titan ouais, nous ne bon era yonda, yonda, bon yon sous toju, bon yonde non hen homedo, bon yon volant sous, pataké mais les bon wajo. Bon, autant de nos grands-pères, on ne se marie pas une femme parce qu'elle est belle, elle est comme ça, non. Avant de marier une femme, tu dois aller voir sa maman d'abord. Comment sa maman respecte ton beau-père. Comment elle aussi travaille, comment elle prend soin de ses petits frères à la maison. Tout ça, c'est ça qu'on voit avant de se marier. Mais aujourd'hui, à nos temps, là, on regarde seulement la fesse, Gogo est grosse, elle est jolie, tout ça là. On se marie. Après, c'est la Koto Queen. La femme vertueuse, demandez à Dieu, il va vous la donner. Donc, il faut toujours prier. On ne se lève pas pour dire celle-là, elle est belle, belle. Non, non, non. Si elle n'a pas la crainte de Dieu, ce n'est pas la peine de vous approcher d'elle. Elle va broyer votre cœur. Ah oui, et je voudrais donner un conseil aux hommes en leur disant de faire beaucoup attention. Si tu veux te marier, alors là, il faut aller faire la consultation d'abord. Il faut aller consulter le phare. Le phare ne ment jamais. Et puis on parle sport à présent. Après 4 ans d'hibernation, le championnat national Maracana fait son retour ce week-end. 40 clubs vont animer la compétition pendant 2 jours au campus d'Abomey-Calavi. Nassirou Saka, le tout nouveau président de la fédération, annonce les innovations de cette édition et réaffirme son engagement à relancer la discipline. Suivons ensemble. À Paris, nous avons 3 catégories en liste. Nous avons 21 équipes seniors, 11 équipes open, c'est-à-dire les juniors, et 8 équipes super seniors. Donc nous avons un trophée et une enveloppe pour les équipes championnes et pour les équipes vice-championnes, un trophée et une enveloppe. Voilà les innovations et toutes les équipes présentes auront droit, n'est-ce pas, à un présent. Chez nous, c'est le Maracana autrement et nous allons faire parler au nom de la CFA, la convivialité, la fraternité et l'amitié, le Maracana béninois à l'interne comme à l'externe. Ainsi donc, j'exhorte tous les Maracanais à travailler pour faire connaître cette discipline parce que nous sommes appelés à redorer le blason du Maracana qui se joue à tous les âges. D'ailleurs, voilà les raisons pour lesquelles nous pouvons amener tout le monde à jouer le Maracana au nom de la discipline, au nom de la CFA et pourquoi ne pas nous entendre et pour faire évoluer au-delà de nos frontières et cette discipline afin de faire connaître le Bénin au monde entier, grâce à cette discipline naturellement. Nous avons été élus disons le 13 juillet passé. On a pris fonction réellement le samedi passé, nous n'avons pas voulu perdre le temps et nous sommes les acteurs, nous connaissons le Maracana, je suis entouré des présidents du club
Et voilà les raisons, n'est-ce pas, qui nous ont motivés à, n'est-ce pas, organiser ce championnat. Tout nouveau, mais c'est un président qui connaît la maison, qui connaissait la maison, qui connaît la maison et qui va faire grandir la maison. Des acteurs du football béninois ont porté ce vendredi dans leurs intentions de prière Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football CAF, selon les rites funéraires de 8e jour de l'islam. Cette initiative de Bruno Arthur Didavi s'est déroulée dans la commune de Semekodi. Reportage signé Seton Delarus à Diagono. Depuis Bago à Sekandi, à une vingtaine de kilomètres de Cotonou, l'esprit du patriarche du football africain, Issa Hayatou, plane sur cette assemblée. En ce 8e jour après son inhumation, Bruno Arthur Didavi, filleul de l'ancien président de la CAF, réunit parents et amis autour d'une prière musulmane. Je ne dirais pas aujourd'hui que j'ai été attristé. Je l'ai plutôt célébré. Parce que, au-delà de le pleurer, je suis obligé de le célébrer. Parce que je ne pourrai jamais l'oublier dans ma vie. Tant que je suis sur terre, je penserai toujours à lui. Sous la conduite des alphas du quartier, le président Bruno Didavi et ses invités ont dit des prières pour le repos éternel de l'âme du baobab Issa Hayatou. Je ne pouvais pas me faire compter cette prière que le président Bruno Didavi a organisée ce jour. Le patriarche qui était régulier à cause des frères Didavi au Bénin et nous a rencontrés, nous a prodigué des conseils et je vois en l'homme quelqu'un, n'est-ce pas, qui incarne la sagesse et il est spécial. Il est spécial. Je vais voir mon président Bruno Didavi pour qu'on puisse voir une compétition de football et chaque année, toutes les vacances, pour au moins se rappeler de lui et en tant qu'un grand président du monde du football et pour, en l'occurrence de l'Afrique et qui a beaucoup fait pour le Bénin. 5e président de la CAF, Issa Hayatou a été une figure de proue du football africain pendant 30 ans. Sa grandeur va au-delà du continent. On ne peut pas lui ressembler. Il est unique en son genre. Mais on va toujours se rappeler de lui. Et on saura qu'il y a quelqu'un, un homme, qui est passé sur cette terre et que personne ne pourra l'oublier. En tout cas, dans le monde du football, sur le plan mondial, personne ne pourra oublier le président Issa Hayatou. Donc c'est pourquoi je me rappelle de lui, tout simplement. La rencontre entre Bruno Didavi et son mentor, Issa Hayatou, remonte en 2000 au Ghana lors de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN. Parlons toujours sport. Coton FC et Dadja FC, les représentants béninois en compétition interclub de la CAF, disputent leur qualification ce week-end face respectivement à l'AS Douane du Burkina Faso en Ligue des Champions et El Kanemi de Nigeria en Coupe de la Confédération. Quelques acteurs du football béninois analysent les chances des deux équipes. C'est vraiment un honneur pour la Fédération béninoise de football et pour tout le peuple béninois d'ailleurs, que nos clubs, que ce soit Dadja au niveau de la Coupe CAF et au Coton au niveau de la Ligue Champion, soient vraiment des clubs qui se sont très bien comportés au match aller. Les deux équipes en sortant ont fait match nul, chacune plutôt. Je sais que beaucoup de Béninois sont contents comme moi. Et nous devons nous mobiliser. Et lorsque vous voulez réussir dans la vie et que vous prenez la décision de réussir vraiment en vous donnant les moyens, ça donne un résultat. Et nous pensons que ce qui s'est passé cette année maintenant est un signal fort qu'un potentiel existait. Et nous pouvons dire que le travail qui est fait avec un championnat régulier, tout ça corrobore à ce que nos équipes engagées cette saison ont montré un visage prometteur de ce que nous pouvons espérer qu'ils vont passer le premier tour. C'est sûr, ils vont passer. C'est vrai que rien n'est encore joué, mais ils ont l'avantage du terrain. Dadja et Coton ont l'avantage du terrain. Pour Dadja qui va jouer le samedi, nous souhaitons que les joueurs et les membres de l'encadrement technique ne puissent pas
ne puisse plus se focaliser sur le match nul déjà réalisé, mais de se dire que tout est remis à plat et que c'est à 0. Ils sont à 90 minutes d'une qualification. Il faut qu'ils pensent que l'équipe, maintenant, là, ce match-là, il faut jouer pour gagner. Quand ils ont cette mentalité, je crois qu'à la fin, au soir du samedi, là, que Daguerre pourrait être qualifié pour le second tour. Pour ce qui concerne également Coton, Coton a bien joué. Ils ont même marqué. Bon, malheureusement, l'arbitre a annulé le but. Mais également, là-bas, rien n'est encore fait. On va les recevoir ici à AS Douanes le dimanche. J'espère que Coton va passer. Inch'Allah, Coton va passer. Et à cet effet, nous souhaitons ou nous exhortons le public sportif béninois à sortir massivement pour soutenir nos ambassadeurs pour la victoire finale. Donc Dadjer, venez en force pour remporter cette victoire-là, qui sera historique dans la vie de votre club. Coton, ça fait la 3e fois que Coton participe à cette session, à cette compétition, que les gens se déplacent massivement, que les gens de Coton montrent encore une fois leur détermination pour remporter la victoire. Nous qui sommes de Ouidah, nous allons nous déplacer massivement pour nous joindre à ceux qui sont à Cotonou. D'abord, le peuple d'Adjer, regardez le match, dernier match contre Coton qu'ils avaient eu à jouer à Ouidah, ils se sont déplacés. J'en suis certain qu'ils vont encore se déplacer pour venir soutenir encore Dadjer cette fois-ci. Et en plus de ça, tout le public béninois de Cotonou et des environs doit soutenir l'équipe pour qu'au moins on passe l'étape de Nigeria. S'agissant du Coton, ils ont tous les moyens nécessaires pour passer des caps. C'est-à-dire, cette fois-ci, ils ont l'obligation au moins de passer une étape supérieure. Ils sont tenus. Sinon, mais ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas eu à concrétiser tous les acquis qu'ils avaient eus, donc ils sont tenus. Pour eux, c'est une obligation. Et puis hors de nos frontières au Sénégal, plusieurs partis politiques se mettent ensemble pour former une nouvelle coalition dénommée Bloc des libéraux et démocrates, BLD. Parmi les formations politiques de ce bloc figure celle de l'ex-président Macky Sall ou de l'ex-premier ministre Idrissa Seck. Le bloc est composé de 40 partis de mouvement et de la mouvance libérale et démocratique. Il y figure l'Alliance pour la République APR de l'ancien président Macky Sall ou encore Réumi de l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Mais le Parti démocratique sénégalais PDS de Karim Wade est absent de la formation. Cette alliance souhaite perpétuer et amplifier le legs de plusieurs décennies de combat des libéraux et de leurs alliés qui ont permis l'instauration de la démocratie et le placement du Sénégal sur la rampe de l'émergence économique et sociale de 2000 à 2024. Pour le responsable politique Modou Diagne Fada, ancien ministre, ancien député et l'un des initiateurs de BLD Taku, autant pour moi, il s'agit avant tout de créer des blocs d'opposition au gouvernement, d'abord idéologiques et ensuite, plus tard, des blocs électoraux en direction des élections législatives. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellent week-end en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.